Bonjour à tous. Alors déjà pour commencer tranquillement, on sait qu'il y a des gens qui peuvent parler français ou anglais dans la salle. Alors nous on va faire un peu des deux parce qu'on va vous parler d'exécution d'empoisonnement de flux de travail par demande de tirage. Ce qui est un peu long, donc on va souvent dire Pipeline Poisoning Execution, c'est quand même un peu plus facile, ou même PPE parce qu'on est vraiment très fort en sécurité. Donc il y aura beaucoup d'anglicismes, mais vous inquiétez pas, on va essayer de tout vous expliquer. Alors première chose rapidement, Amadeus c'est pas une société qui est forcément hyper connue, c'est pas un provider sécurité. Par contre c'est un acteur assez important du domaine du voyage. Si vous êtes venu en avion par exemple, vous êtes très certainement passé à un moment par nos back-ends. On a des millions de personnes qui tous les jours passent par nos back-ends pour la réservation, pour la connexion. On a beaucoup de TPS, on collecte beaucoup d'informations sur nos passagers, des informations de paiement. Et donc, on a un gros focus sur la sécurité parce qu'on a beaucoup d'informations personnelles et de paiement. Donc, très rapidement, pour se présenter, donc, je m'appelle Benjamin Hiller. Je suis Lead Information Security Expert. En gros, j'ai un back-end, une expérience de développeur. Je suis rentré comme développeur Java, Web. Ensuite, j'ai été DevSecOps. Et ensuite, petit à petit, je suis devenu expert en sécurité au sein de l'Application Security Office, donc vraiment la défense des applications. Et ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment les choses qu'on a appris et qui nous ont permis de mieux nous défendre maintenant. Bonjour, et moi c'est Fares. Je suis Principal Information Security Engineer. En d'autres termes, je suis un pentester avec quelques années d'expérience aujourd'hui au sein du groupe CISO d'Amadeus. Rapproche ton micro. Ouais. Donc moi j'ai commencé d'abord sur la partie applicative et plus récemment sur l'infrastructure en termes de pentesting. Alors, petit disclaimer, on fait rapide. Après, vous allez voir, il y aura une petite démo. On va faire du hacking en direct, ça va être assez sympa. Première chose, on va pas vous montrer du vrai code. On a reconstruit une démo from scratch. Mais attention, c'est quand même des vrais problèmes. C'est des choses qui peuvent arriver en production. C'est pas une vraie CI/CD, c'est quelque chose en local pour la démo. On va montrer du Jenkins, du Bitbucket. Peut-être ça vous parle pas, mais les mêmes problèmes existent sur d'autres types de CI. Deuxième point, le but, c'est pas de vous expliquer comment hacker. En l'occurrence, aujourd'hui, on le fera pas. On va pas vous montrer tous les trucs super cool, mais on va vous expliquer les principes pour que vous puissiez vous défendre. Et enfin, dernière chose qui va avec, c'est pas anodin de tenter de faire ce genre d'attaque. Si vous n'avez pas le droit, vous pouvez avoir des problèmes légaux. Bon, je suis pas un expert légal, mais je peux vous le dire. Et si vous savez pas comment faire, vous pourrez abîmer peut-être votre production, voler des secrets que vous devriez pas voir, et c'est pas très bon. Donc, avant de faire ce genre de choses, si vous n'êtes pas un expert en sécurité, allez consulter quelqu'un, dites-lui tiens, peut-être ça, on pourrait tester. C'est la meilleure façon de faire. Alors, maintenant, on va pouvoir démarrer. Alors, ça commence. On a pris une petite bière hier et c'est vrai que régulièrement avec Fares, on se voit parce que typiquement son boulot, c'est de hacker mes applications. Donc moi, en tant que défenseur, c'est un petit peu énervant hein, parce que je fais des super défenses. Lui, il arrive et hop, il trouve des chemins. Plaisir à le faire. Et oui, il est un petit peu comme ça. Et du coup, il y a peu de temps, au final, on s'est dit, moi, j'avais fait beaucoup de progrès et j'étais très content de moi. Et je me suis dit, là, Fares, tu m'auras pas. Et là, moi, je suis venu, je t'ai dit, bon, tu sais quoi, on se parie une bière que je vais réussir à te hacker d'une certaine manière. Soit en passant par ton appli ou voilà, par tes process de build. Alors, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que tu dis, c'est ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et c'est un truc hyper important. On fait un petit meeting et on décide, je lui montre qu'est-ce que c'est mon application. J'ai rien à cacher, elle est bien sécurisée, tout va bien se passer. Donc, c'est un exemple d'application de réservation pour manager un booking. Vous avez fait votre réservation, vous rajoutez des services, vous payez en ligne. Super application. Il y a du paiement aussi. Oui, on est PCI DSS, c'est le top de la sécu. Intéressant. Alors, comment ça marche? On a une super appli qui s'appelle Demo PPE. C'est moi qui l'a fait, elle est super, elle est inaccable. Ça n'existe pas, mais... Et tu n'aurais pas des dépendances, par exemple? On travaille avec des gens qui sont peut-être un peu moins forts, mais bon. On a des librairies, par exemple, qu'on utilise. Donc là, je vois Demolib, c'est quoi bon, là, c'est pour la démo, mais c'est un truc qui permet de faire de loguer. Moi, j'aime bien les petites licornes. Tu vas voir. D'accord. On va loguer des petites licornes et c'est marrant. C'est comme ça que je reconnais mes applis.
Alors, en termes de CI/CD, on a fait simple, on utilise NPM, c'est une version web, c'est une appli web. On utilise NPM version pour changer de version. Intéressant. NPM build pour builder. Et publier. Et on publie, alors attention, on est malin. On publie pas tout le temps, on publie quand il y a une peer review avec une pull request validée par moi. D'accord, donc peu importe la branche Non, c'est juste sur la branche principale. D'accord. Et on rigole pas avec la branche principale. Ah oui, ok. Attention. Alors, avant, je vais même te dire, tu vois, moi je suis en full disclosure, on est juste entre nous. Peut-être que dans mon code, il y avait un secret. Il y avait un petit token, il faut bien se connecter à un moment. Donc, je l'ai trouvé et on l'a remplacé. Tout s'est bien passé. On a mis un with credentials, on est en du Jenkins. En gros, à ce moment-là, on va pas mettre le vrai token pour pas le mettre dans le source code, on sait jamais. Et tu as pensé à changer ton mot de passe aussi Parce que là, tout le monde le voit, quoi. Non, il est caché maintenant. Là, il le voyait. Ah, d'accord. Non, mais je ferai ça la semaine prochaine. Il n'y a pas d'urgence. Il va rien se passer. Alors, à toi maintenant. Parce que maintenant que j'ai prouvé que j'ai tout sécurisé. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Moi, je te dis que je vais réussir à voler tes secrets. Alors, on va commencer voilà, par regarder un peu son application, ce qu'il y a. Voilà, on sait, comme il a dit, c'est une application de réservation. On sait qu'il y a une page de paiement, voilà. Intéressant, donc c'est quelque chose d'assez critique. Là, on va supposer que j'ai un compte en tant qu'attaquant au sein de son SCM, ici c'est Bitbucket. Et donc là, voilà, j'essaie de me balader un peu et je vois que tu as 2 repos, ils sont libres de lecture visiblement à tout le monde. Ah oui, moi je suis pour la contribution totale. C'est pas open source, mais tout le monde peut voir ce que je fais. De toute façon, je contrôle ce qu'on valide et ce qu'on load en prod. D'accord, intéressant. Donc là, je suis allé voilà, dans ton repo, je regarde un peu. Là, il y a quelque chose qui me fait tiquer. Donc je vois qu'il y a un Jenkins file. Donc c'est un script de build, on va dire. Et donc je vois que ça fait entre autres un appel à un fichier install.sh. Bon, on regardera plus tard ce qu'il y a dedans, mais ok. Alors, moi là déjà, j'ai une première attaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une pull request. Donc j'ai déjà préparé mon attaque, donc en fait j'ai déjà forké le repo. Ah oui, t'es comme ça, toi. Avant même qu'on fasse le pentest. Moi je suis quelqu'un d'organisé, un minimum. Donc, hop. Et en fait, dans ma pull request, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié ce Jenkins file là. Et au lieu que, voilà, il appelle son fichier là, son install.sh, eh bien, je l'ai modifié. Comment ? Parce qu'en fait, là, on voit que je suis dans son with credential. Voilà, il a ses creds sur son guide. Voilà, il y a un username password. Et moi, ce que je fais, c'est très simple. Je vais exfiltrer en fait le username password sur un serveur que j'ai chez moi en local. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la pull request. Hop. Et donc, comme il a dit, il y a un build qui va se faire automatiquement. Donc là, j'ai juste à attendre qu'il se fait. Et pendant ce temps-là, moi, j'attends. J'ai mon serveur qui tourne. Et là, je vois qu'il y a tes credentials, donc c'est dev. Alors, c'est très facile à se souvenir quand on change de team member et tout. Ah oui, pratique, ouais. On l'a marqué de façon dans le bureau. Hein. Ouais, d'accord, en post-it. Ouais. D'accord. Et par la suite, je vais évidemment effacer mes traces. Comme ça, toi, quand tu vas aller sur le repo, tu vas même pas voir que j'ai créé une paire. Ah oui, c'est pas sympa ça. Alors, on va récapituler. Donc, ce que je fais, c'est que donc je fork le repo vu qu'il est en lecture à tout le monde. Je modifie le Jenkins file en local ou le fichier install.sh vu qu'il est appelé par le script pour pouvoir exfiltrer les données. Je mets à peu près ce que je veux. Ensuite, je vais créer une pull request et je vais attendre en fait que le build se fait vu qu'en fait ce build là il va se lancer de manière automatique. Et pendant ce temps-là, je vais siroter mon café, je vais attendre que les secrets arrivent à moi. Et par la suite, évidemment, pour supprimer ces traces, eh bien, on va supprimer la pull request. Donc ça s'appelait la PPE, on va dire, direct. Et donc il y a ce qu'on appelle la indirect PPE, où en fait, au lieu de modifier directement le Jenkins file, eh bien, en fait, je vais modifier ce fichier-là, le install.sh, en regardant en fait dedans, il fait un npm install classique. Et en fait, j'aurais pu le modifier, faire mon exfiltration de données et l'attaque, c'est exactement la même chose.
En fait, tout ça, ça pose un peu des problèmes sur de l'isolation de secrets. Parce que, bah, écoute, Benjamin, tes secrets de dev et de prod, je suis sûr que c'était les mêmes. C'est plus facile. Donc en fait, ce qui serait bien, je pense, c'est que tu limites au moins tes secrets de développement et de production. Comme ça, avec ton compte dev, bah, au moins, je ne peux pas accéder à ta production. Ensuite, si on va aller un peu plus loin, eh bien, tu vas avoir un secret qui va, par exemple, juste faire du pull sur ton SCM, un autre secret qui va faire du push, voilà, par cas d'utilisation. Alors là, je vais remettre un peu ma casquette security expert. Hein. Alors, il y a un truc qui est un peu contre-instinctif, c'est qu'on se dit justement, on a des passoires, on a des secrets, c'est un peu compliqué à gérer, etc. Ils me demandent d'en créer plus. C'est plus de travail, c'est plus compliqué. Sauf qu'en fait, si on le voit d'une autre façon, et que de toute façon, on a de l'automatisation dans la CI/CD, etc., il faut qu'on utilise cette automatisation pour gérer les secrets. Donc typiquement, la façon la meilleure de faire, ce serait d'avoir un safe, donc un vault, peu importe le vault, dans lequel on store les secrets. Et ensuite, on a les secrets qui sont automatiquement synchronisés avec les tools en faisant du GitOps. Donc automatiquement, j'ai un secret, je peux le renouveler, je ne sais même pas quel est le contenu. Automatiquement, ça va se propager directement dans mon Jenkins et personne ne sera au courant. Et ça, il y a un truc qui est super, c'est que ça permet de le faire automatiquement et de manière régulière. Parce qu'on sait, normalement, il faut avoir une hygiène pour les secrets. Il faut les renouveler régulièrement. Oui, dev 1, dev 2, dev 3, ce genre de choses. Et en fait, il faut le renouveler régulièrement, sinon ça ne fonctionne pas. Et ça, par expérience, des secrets, ça leak parfois. On n'est pas très content. Mais si on peut en un clic les renouveler, c'est pas grave. Et si on les renouvelle tous les 6 mois, s'il y a un secret qui a leaké et qui a plus de 6 mois, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose qui est permis grâce à l'automatisation. Alors, pour pousser un peu plus loin, la root cause, le problème principal, c'est pas tant d'avoir un script d'exécution, parce qu'à un moment, il faut que ça build. C'est le fait de laisser tout le monde changer ce script d'exécution. Le script d'exécution pour un software, c'est quelque chose qui permet de faire énormément de choses et qui a énormément de vecteurs d'attaque. Donc Fares va en montrer encore un autre plus tard. Il y en a plein. Et en fait, ce qui est important quand on veut faire notamment de l'inner sourcing, donc laisser la possibilité aux gens de regarder le code, on veut avoir des autorisations reader seulement. Et ce que ces gens doivent pouvoir faire, c'est s'ils veulent contribuer, et c'est possible notamment dans GitHub assez facilement, il ne faut pas que le build soit lancé. On ne les connaît pas. Il y a une chance que, par exemple, sur une boîte qui a 10 000 employés, il y a peut-être un account qui a leaké quelque part. Okay. Et si cet account a accès à tous les repos et peut lancer tous les builds, il peut voler tous les secrets. Par contre, on peut dire, OK, on ne connaît pas, à la limite, notre code source, tu peux l'avoir parce qu'il n'est pas très grave, on fait de l'inner sourcing. Par contre, on ne va pas te faire confiance pour le build. Ça va faire une pull request et il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour le builder. C'est un peu plus embêtant. Comme ça, si on voit Fares, de toute façon, je l'ai dit à mes développeurs, si tu vois Fares, tu merges pas, hein, tu m'appelles. On a aussi des trusted contributeurs, donc ça c'est normal, c'est les gens qui vont travailler dans l'application, ils ont le droit de changer le build, c'est leur boulot day to day. Et là, pareil, c'est l'histoire des nombres. Si on a 20 trusted contributeurs, les chances que la personne qui se soit fait voler son account soit un trusted contributor sont bien plus faibles. Donc on réduit beaucoup les risques. Et enfin, on a les mainteneurs, c'est eux, par exemple, qui vont regarder les pull requests des personnes externes et qui vont dire « Oui, lui, il veut contribuer, c'est très bien, ça me va, j'accepte, je lance le build ». Mais on ne va pas démarrer les builds automatiquement et bien sûr, ils peuvent administrer, ils font tout l'opérationnel, etc. Donc, autrement dit, l'application que tu m'as montrée, elle serait plutôt sur de l'inner source, sur du contributor ? Alors, mon application, elle est juste en trusted contributor, les librairies en inner source. D'accord. Et ça, en fait, c'est juste réutiliser des bonnes pratiques qu'on avait avant dans la sécurité, mais le fait de bouger au CI/CD, au DevSecOps, etc., on les a un petit peu oubliés. Il faut juste les remettre en place et ça va vachement aider au niveau sécurité. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, en fait, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est en fait, à chaque fois où il y a un build, c'est de mettre, en fait, dans le Jenkins file, justement, de dire, OK, si dans l'APR, il y a soit le Jenkins file ou un fichier de build qui a été modifié, eh bien, en fait, j'arrête tout, j'arrête le build, et j'attends que, par exemple, Benjamin ou quelqu'un de son équipe qui va trigger ce build-là manuellement.
Et un dernier truc qu'on peut faire qui est assez sympa aussi, enfin qui est complémentaire et qui fonctionne bien, c'est d'auditer l'utilisation. Donc typiquement, s'il y a un petit malin qui crée 17 000 pull requests et qui les supprime après, il se passe quelque chose de bizarre, on doit pouvoir le repérer et on doit pouvoir se dire il y a quelque chose qui se passe. Il y a tout un tas de triggers qu'on doit mettre dans nos systèmes d'analyse des incidents qui font partie de la CI/CD, qu'on pense qui sont normalement juste pour les développeurs, mais qui doivent être pris en compte par le SOC et qui doivent être monitorés. Ah mince, du coup, tu pourrais voir la PR que j'ai supprimée tout à l'heure. Et oui, on va intervenir directement chez toi. Alors, bon, là, il y a un truc, tu m'as hacké, félicitations, tu auras ta bière, on trouvera à Lille, je suis sûr qu'il y a des super endroits pour boire de la bière. Vous me direz au pire. On a encore quelques jours. Est-ce que tu veux tester Demolib? Parce que c'est marrant, hein, ça log des licornes. Okay. Donc tu vas pas pouvoir faire grand-chose avec. Bah écoute, tu sais quoi? Je te parie une deuxième bière. Oui, okay. pas de souci même. Je vais quand même avec des frites si tu veux. Hein. Ouais. Ah, je suis chaud. Allez, c'est parti. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est... Donc on va partir du principe que le repo démo PPE, je peux le lire, il n'y a que le démo lib. Okay, bon. En fait, moi ce que j'avais noté la fois d'avant, dans ton démo PPE, c'est que il y a un fichier qui s'appelle package.json où il y a la liste des dépendances. Donc en fait, ton démo lib, donc c'est coolslogger, et j'ai vu du coup par défaut tu prends la dernière version. Alors ça c'est le top de la sécurité, ouais. J'ai découvert ça récemment. La dernière version, comme ça, j'ai pas besoin de mettre du Renovate ou de mettre des trucs obligatoires. Je mets étoile, je suis toujours à la dernière version, je fais plein de tests automatisés, je pourrai rien faire. Ok, bah écoute, tu sais quoi, ça m'arrange. Bon, je vais pas faire exactement la même attaque, je vais pas modifier son Jenkins file. Et en fait, je sais que sa librairie, elle est publiée seulement si on est dans une branche principale. Mais je pense que je peux faire un petit truc. Alors, j'ai déjà préparé mon attaque, donc je vais vous la montrer. Ouais, tu dois pas beaucoup dormir la nuit, toi. Ah bah, il y a des nuits plus difficiles que d'autres, mais c'est vraiment plaisant quand l'attaque marche par la suite, je peux te le dire. Et surtout après, quand je peux récupérer tous tes secrets, là, je peux prendre des vacances. Alors, donc j'ai modifié 2 fichiers ici. Donc j'ai modifié, on va dire le source code de ta librairie. Et en fait, à la place des licornes, d'ailleurs, je vous ai pas montré les superbes licornes hop, ici, si on fait F12, voilà, ici on voit les superbes licornes, on adore. Hop. Donc en fait, moi, je vais être en hacker plutôt classique. Hein. À la place des licornes, je vais mettre des crânes. Ouais, mais je vais jamais utiliser ta version là. Attends, ça arrive. Et en fait, ce que je fais ici, c'est que dans son package.json, j'augmente la version. Et ce que je fais, en fait, c'est un truc que j'ai appris un peu grâce à toi, en fouillant un peu. En fait, il y a un truc qui s'appelle le post-install. Et en fait, ça fait qu'à chaque fois, à la fin en fait, du build de cette librairie, en fait, je vais forcer sa publication dans le registre. Pratique, du coup, j'ai même plus besoin. T'as le droit de faire ça ? Bah écoute, on peut faire ce qu'on veut, je peux exécuter n'importe quel code que je veux, il y a même un echo ici qu'on pourrait voir, voilà. Et hop, du coup on va créer la PR de nouveau, on va attendre que le build se fasse, et en fait automatiquement ça va ça va forcer la publication de sa librairie. Sans que je valide. Sans que tu fasses quoi que ce soit. Donc là, hop, on voit que le build s'est lancé. Et tu sais quoi? Là, je vais te demander un truc. Est-ce que tu pourrais republier ton application pour voir? Si tu veux, vas-y. On simule que tu vas redéployer en production une fois toutes les semaines. Tous les jours, je la redémarre au cas où. Ok. Alors du coup, je vais le faire. Donc ici, on a l'appli. Hop. Je vais relancer ton install.sh qu'on avait vu tout à l'heure. Alors c'est là qu'on est sur l'effet démo ou pas, hein? Ah on verra, mais... Est-ce qu'Internet est là? C'est une fois sur 2, hein, mais écoute, je pense que, là, je le sens bien. Je le sens plutôt bien. Ok, très bien. Par contre, je vois que tu as des vulnes dans tes dépendances. Oui, mais on fixera bientôt. T'inquiète pas. Il y a quand même 3 mais bon, ok. Passons. Du coup, là, je redéploie ton appli. Et écoute, je vais te demander, vas-y, de la relancer. Vas-y, fais-le. Ouais, je le fais. Allez, c'est parti. Donc on va actualiser et en remettant les devtabs là, en fait, ah oui, c'est bizarre, ils sont passés où tes licornes Oui, c'est moins cool. Moi, je préfère les licornes, c'est plus. Ouais, là, il y a des crânes. Et ouais.
On va récapituler du coup de nouveau. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai forqué d'abord ton repo, donc le démolib. J'ai modifié le package.json et un bout de son code. Donc je crée la pull request. Je sais qu'il y a un build dans tous les cas qui est fait, même si la PR n'est pas mergée, hein, évidemment. Et en fait, en attendant le build, en fait, je force la publication d'un package qui est malicieux, en fait, sur une nouvelle version, évidemment. Et ensuite, j'ai plus qu'à attendre que en fait, Benjamin redéploie son application. Je supprime la pull request. Que tu as oublié de faire. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Du coup, tu m'as chopé. Et en fait, automatiquement, donc démo PPE est infecté. Et en fait, bon, là, voilà, on s'amuse, on a des licornes, on a des crânes, machin, bon, ok. En fait, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus grave que ça. En fait, vu que je pouvais littéralement changer le code de sa librairie, en fait, j'aurais pu faire une attaque du form jacking comme du magecart, où en fait, à chaque fois où quelqu'un va aller dans sa page de paiement, en fait, moi, je mets un petit script qui va en fait loguer et récupérer toutes les cartes de crédit. Comme ça, pendant ce temps-là, hop, moi, je récupère des cartes de crédit, je peux acheter ce que je veux gratos. Et par contre, ta certification PCI... Ouais, alors ça, il y a un truc récent d'ailleurs le mois dernier, il y a une plateforme de Bybit, je crois, où il y a 1,4 milliard d'Ethereum qui a été volé en modifiant le JavaScript. Donc l'origine, c'est pas exactement la même, mais le JavaScript, c'est plus puissant que ce qu'on pense. Alors, on va récapituler un peu depuis le début. Donc en fait, tout commence par le fait que je peux ouvrir des pull requests et qu'il y a un build automatisé qui va se trigger en fait. De là, donc on peut faire soit la direct ou l'indirect PPE, comme je vous ai montré. Donc soit je modifie le Jenkins file ou je modifie un fichier qui est appelé par ce dernier. Ou alors je peux faire du coup des attaques de supply chain comme on vous l'a montré. À partir de là, donc on peut faire plein de choses, mais globalement, on peut soit voler des credentials, soit du coup changer le code source de l'application ou des librairies sous-jacentes. Et de là, en fait, on peut faire encore plein de choses. Donc, soit voler de la data comme des cartes bleues, soit on peut faire du défacement du site web. Bon, c'est un peu moins drôle, mais on peut le faire. Sinon, en fait, je peux réutiliser les secrets, par exemple, son compte DevDev. Ensuite, je me reconnecte et j'ai encore accès à plus de repos, plus de ressources. Je refais mon attaque, etc., etc. Et ça fait qu'en fait, je pourrais m'introduire en fait, dans plein d'endroits dans le réseau de ton entreprise. Et oui, et du coup, il y a des bonnes practices à adopter pour que ça soit mieux, on va dire. Première chose, et c'est super important, avoir un bon secret management. Donc encore une fois, on ne pourra pas bloquer toutes les attaques. Il y a un moment, des gens qui vont être plus intelligents, des choses qui vont traîner. Le but, c'est que quand il y a ces moments-là, c'est un impact le plus minimum. Donc il faut avoir un maximum de secrets, qu'il faut avoir une bonne hygiène. Chaque use case a un secret, renouvellement automatique, avec un process, et ça permet, si on a un bon secret management, de limiter les impacts de ce genre d'attaque. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose qui est important parce que moi j'étais DevSecOps, j'ai fait beaucoup d'automatisation et on crée beaucoup de software, tout est magique, on déploie en un clic, etc. Et en vrai c'est super intéressant, mais il faut qu'on garde en tête les bonnes pratiques de sécurité habituelles. Et donc par exemple les roles and access. On a des groupes qui sont gérés par des gens qui ont le droit de faire des choses, on fait une review de temps en temps. Si on n'ouvre pas tout à tout le monde, tout va bien se passer, mais c'est quelque chose qui parfois dans on va dire l'excitation d'avoir une nouvelle technologie, de développer tout beaucoup plus rapidement, etc., qu'on oublie. Il faut revenir sur ses bases. Et je t'en remercie. C'est la meilleure protection contre les PPE. Et enfin, alors là c'est un peu un principe de base, il faut repenser vraiment, en effet, quand on fait les CI/CD tools, il faut refaire des revues de sécurité, il faut penser à tous les secrets qui sont là, à quoi on peut y accéder, comment ils peuvent être utilisés. On essaye d'être un maximum d'étanchéité, on essaye de faire vraiment une revue de sécurité de la CI/CD. Et en fait, ça, c'est peut-être le message final. C'est que c'est quelque chose, l'automatisation est de plus en plus là. On utilise de plus en plus des SaaS. On a donc des risques potentiellement d'être volés ces controls via ces SaaS. Et en fait, si on repense à la base à ces risques, on a des bonnes mesures et on a des bonnes réactions et on aura des bonnes protections.
mais on a remarqué, on va dire par l'expérience, que c'est un petit peu oublié et que la CI/CD c'est pour les développeurs, alors qu'en fait la CI/CD ça permet d'aller en prod, ça a donc des crédentials de prod et ça permet de builder des applications qui sont utilisées en prod. Donc c'est pas juste un tool de développeur, c'est vraiment quelque chose qui doit impacter la sécurité, les ciseaux, le SOC, etc. On approche de la fin. Donc le but un peu de cette présentation-là, c'était pour vous montrer un peu en fait, par rapport à ce genre d'attaque-là, à quel point c'est facile de faire et à quel point ça peut être très critique pour une entreprise. Le deuxième point, je l'ai un peu dit avant, c'est que la DevSecOps Automation, c'est à la fois un risque qu'il faut contrôler, mais c'est aussi super. On l'a vu avec, par exemple, l'automatisation et secret, et on peut le voir avec l'automatisation des exécutions des scans, avec tout ce qui va avec. Il faut faire attention, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et finalement, que le plus important dans une entreprise, c'est un peu de se tirer tous vers le haut. Là, avec Benjamin, bon, on aime bien se vanner, mais on aime bien aussi apprendre l'un de l'autre. Et c'est un peu grâce à lui, si voilà aussi, je peux un peu essayer de me surmener et travailler beaucoup pour essayer de trouver un peu des moyens de contourner ces défenses. C'est exactement ça. Le but, c'est que la sécurité, ça ne doit pas être un silo avec des experts sécurité dans leur bureau sécurité, avec un badge. On doit être ensemble, on doit discuter. Il y a des nouvelles pratiques qui arrivent, il y a du cloud native, il y a tout un tas de nouvelles techno. Et il faut que les gens de la sécurité soient au courant. Il ne faut pas qu'ils disent non, non, c'est pas bien, il ne faut pas utiliser, je ne connais pas. Non, il faut accompagner, il faut vraiment collaborer. C'est ça qui permet de continuer à avancer d'un point de vue technique et technologique, tout en gardant une bonne sécurité. Messieurs, bravo, on va vous applaudir.